protéger, prévenir, améliorer. L'assurance maladie avec vous à chaque étape de votre vie. Bonjour et bienvenue dans Question Santé, votre rendez-vous mensuel réalisé en partenariat avec l'assurance maladie de l'Aube. Nous sommes au mois de mars et comme le veut l'opération Mars Bleu, c'est l'occasion de parler du cancer colorectal. C'est le deuxième cancer le plus meurtrier et pourtant il peut se guérir. Il faut le détecter le plus tôt possible et des moyens d'action peuvent être envisagés, notamment par coloscopie ou chirurgie. On vous explique tout avec nos invités juste après le sommaire. Dans Question Santé, ce soir, nous évoquons le deuxième cancer le plus fréquent en France, le cancer colorectal. Si les anomalies sont dépistées tôt, des solutions existent pour le guérir, par coloscopie, chimiothérapie, radiothérapie ou encore chirurgie. Si cette maladie reste une épreuve, les patients pris en charge dans les temps peuvent être sauvés. On en parle dans cette émission avec deux spécialistes et le témoignage de Véronique qui vient d'être opérée. Dans la démarche qui va bien, nous insisterons sur le dépistage organisé du cancer colorectal qui s'adresse aux 50-74 ans. Bienvenue dans Question Santé. Et avec nous ce soir, le docteur Alain Moitry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gastro-entérologue. En face de vous, le docteur Tom van der Wurst. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chirurgien digestif. Vous exercez tous les deux à la polyclinique Montier-la-Selle à Saint-André-les-Vergers. Je le précise, docteur, vous êtes vacciné. C'est pour ça que vous osez tomber le masque. On reste protégé de votre côté, mais on est quand même à distance, voilà, pour sécuriser un peu les uns les autres. Donc ce soir, nous parlons du cancer colorectal. Docteur Moitry, déjà, ça se passe où le cancer colorectal ? Ça se passe dans un organe qui s'appelle donc le rectum et le côlon, qui est situé entre l'anus et l'appendice. En général, les gens voient bien un petit peu l'endroit. Donc c'est une tumeur qui est développée dans cette zone-là et qui a la particularité de survenir parce qu'un polype au départ est apparu sans qu'on ait vraiment les causes et les raisons exactes de la survenue des polypes. C'est une petite boule. Voilà, c'est ça. Une petite boule qui peut ressembler à un champignon, plus ou moins raplapla, ou avec un pied comme un champignon, et un des polypes va dégénérer pour donner un cancer colorectal. Comment on fait pour le diagnostiquer justement ce polype ? Le diagnostic le plus simple et le plus efficace reste la coloscopie, donc un examen qui permet de voir l'intérieur de l'intestin avec des caméras de haute définition. Et on peut aussi, bien sûr, les dépister. C'est aussi ce dont vous allez parler ce soir, par les fameux tests de dépistage dans les selles de façon indirecte. Donc ça, ça permet de dépister les saignements qui seraient issus d'un polype. C'est un test indirect. Voilà. Donc c'est en ça qu'on peut les retrouver. Si le dépistage est positif ou si la coloscopie révèle ces fameux polypes, quelles sont les suites possibles ? On peut avoir notamment de la chirurgie, docteur van der Wurst. La chirurgie, ça vient un peu en dernier recours. On espère qu'on n'arrive pas à la chirurgie. J'espère qu'on arrive à enlever le maximum des polypes avant que ça devienne des cancers. Mais il y a certainement la chirurgie qui vient après et qui peut effectivement sauver beaucoup de vies aussi. Parce que dans un premier temps, ce sont les gastro-entérologues qui peuvent intervenir via une coloscopie aussi pour enlever ces polypes directement par l'intérieur, si je puis dire. Oui, c'est ça. Parce que quand vous utilisez le terme polype, ça sous-entend qu'on est quand même toujours sur des lésions qui sont potentiellement bénignes ou qui commencent à peine à dégénérer. Donc nous, on arrive à le repérer visuellement en faisant les examens. Et effectivement, toutes ces lésions qu'on appelle des polypes, même assez grosses, sont retirables aujourd'hui, en 2021, avec une coloscopie, sans forcément faire appel au chirurgien, sauf cas particulier, comme toujours. Voilà. Donc justement, la chirurgie, c'est quand les polypes sont trop gros, si je peux simplifier, vous arrivez en enlevant carrément un bout de tuyau, c'est ça ? C'est pas juste enlever un bout de tuyau, ce qu'on fait aussi, c'est surtout faire le curage, ça veut dire enlever tous les ganglions qui peuvent éventuellement drainer la tumeur. Et ça a des conséquences pour un éventuel traitement après, qui est de plus en plus efficace. C'est une chirurgie qui a évolué énormément le dernier temps. Donc vous coupez quand même le tuyau et vous grattez un peu autour, si je simplifie ? Selon des plans bien établis, des plans embryologiques,
Et c'est surtout une résection oncologique qu'il faut faire. Oui. Voilà, donc tout est très très carré, très très normé effectivement. Et d'ailleurs, dans tous les cas, le choix d'un traitement éventuel, on peut en parler, c'est pas décidé seul, c'est ni vous ou vous, les médecins en charge du patient, qui décidez seul. Ça passe, les dossiers des patients passent donc par une sorte de comité de spécialistes. La RCP, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire. L'intérêt, c'est donc de faire un choix éclairé, argumenté aussi pour une meilleure qualité de soins. On écoute à ce sujet le docteur Tisserand, responsable de ces réunions au niveau Aubois, à travers le Centre de coordination en cancérologie. On doit avoir ce qu'on appelle un quorum, c'est-à-dire un nombre minimum de médecins et de spécialistes autorisés pour que la décision soit collégiale, c'est-à-dire la meilleure possible. Donc en général, il y a un oncologue ou un radiothérapeute, un chirurgien de l'organe concerné, un spécialiste d'organes, un imageur, c'est-à-dire un radiologue, un scintigraphiste, un anatomopathologiste, c'est-à-dire les médecins qui s'occupent des prélèvements. Voilà. La décision d'une RCP ne vient pas du cerveau d'un seul médecin, comme cela isolé. Elle est donc motivée scientifique, mais en dernier ressort, la décision finale incombe au médecin en charge du patient et au patient lui-même. Par exemple, le patient est très altéré, beaucoup plus altéré que ce qu'on nous l'avait présenté. La décision n'est pas forcément bonne le jour où on voit le patient, dans la vraie vie. La décision n'est bonne que si tous les éléments informatifs sont là et sont vrais. L'idéal, c'est effectivement, tout est là, le cancer est prouvé, il est gradé et on n'a plus qu'à donner une décision. Donc globalement, Dr Van der Voorst, quand vous intervenez au niveau chirurgical, c'est déjà qu'on est à un stade bien avancé dans le cancer ? On espère que c'est toujours un stade précoce de la cancer et qu'il n'y a pas encore des endroits ou des métastases à un autre endroit. Et là, dans les stades précoces, on arrive à enlever la tumeur avec les ganglions qui peuvent possiblement drainer la tumeur et puis raccorder 2 bouts de tuyaux, comme vous l'expliquez très bien. Oui, c'est ça un peu le but. Et ça, on arrive à faire maintenant avec des petits trous, avec un caméra parvasculioscopique. Alors ça évite qu'on doit encore faire la grande incision comme il y a des années. D'accord, du coup les techniques ont tellement évolué qu'on n'en est plus à avoir en plus des douleurs éventuelles, les douleurs cicatricielles tout le long du ventre. Et toutes les possibles complications d'une longue cicatrice, on évite avec les petits trous, avec une caméra par cilioscopie. Et de fait, on entend dire qu'un cancer du côlon ou du rectum pris à temps, j'insiste sur le pris à temps, se guérit dans 9 cas sur 10 et qu'on a 63% de chances de survie à 5 ans. Ça, ce sont parmi tous les cancers, dont certains sont très complexes, ce sont des bons chiffres pour ce cancer-là ? Pour moi, certainement. Je pense que c'est le cancer qu'on arrive, où on a avancé le dernier temps énormément dans les techniques, dans la chimiothérapie, dans le dépistage, dans les techniques chez les gastro-entérologues. Et c'est une technique qui évolue énormément avec un taux de succès qui est plus élevé qu'il y a 10 ans. Et donc même dans votre pratique à vous, en tant que gastro-entérologue, tout ce qu'on peut faire en coloscopie, c'est pareil, ça a beaucoup évolué. Et vous évitez même le passage par la chirurgie, alors qu'il y a une dizaine d'années ou 20 ans, on serait passé en chirurgie. C'est ça. Il y a tout le monde ne sait pas le faire, mais c'est pas grave. Il y a des équipes qui développent des techniques qui permettent de retirer des lésions, des polypes assez importants sans avoir recours à la chirurgie. Oui, c'est tout à fait possible. Ouais. Donc ça, ce sont quand même de bonnes nouvelles. On continue donc de parler de ces différentes solutions au cancer colorectal juste après une petite pause. Prise de mesure électronique, contrôle de la vue. Grand choix de montures, des grandes marques, Ray-Ban, Mauboussin, Swarovski, Marc Jacob. Optique 2000 s'occupe des formalités pour votre sécurité. Prenez rendez-vous en ligne sur notre site optique2000.com ou par téléphone. 4 magasins dans l'Aube.
Trouvez des produits fermiers frais et de qualité, gagnez du temps et bénéficiez d'un service simple et rapide. Faites vos achats avec le Drive Fermier de l'Aube. Chaque semaine, des producteurs fermiers de notre région préparent et vous livrent votre commande. C'est simple et pratique. Consultez le site drive-fermier.fr/aube. Faites votre choix parmi plus de 300 produits locaux et de saison, réglés par carte bancaire. Venez chercher votre commande le vendredi après-midi à Saint-André-les-Vergers, 16 avenue des Chenilles. Besoin d'une mutuelle ? Découvrez la mutuelle Obéane, locale proche de vous depuis 50 ans. Obéane n'est pas une plateforme téléphonique et nous vous accueillons sur place pour répondre à vos attentes. Vos dossiers sont gérés localement, rapidement et efficacement. Obéane est la mutuelle pour tous les âges sans questionnaire de santé. Obéane, 3 agences proches de vous. 3, 59 boulevard Blanqui, Romilly-sur-Seine, 35 rue Gornet-Boivin, Bar-sur-Aube, 157 rue Nationale. Et dans Question Santé ce soir, nous parlons du cancer colorectal, son dépistage, mais surtout les pistes pour le soigner. Nous avons parlé de chirurgie. Depuis quelques mois, des équipes du centre hospitalier de Troyes opèrent avec un robot, une chirurgie assistée qui change la prise en charge des patients. 45 interventions ont déjà eu lieu, dont une quinzaine pour justement la chirurgie digestive. Véronique a fait partie de ces patients. Reportage. Il s'est avéré qu'à l'automne 2020, on s'est rendu compte qu'il y avait une récidive du cancer, de la tumeur. Donc j'ai rencontré le chirurgien, puisqu'il n'y avait plus de possibilité ni de radiothérapie ni de chimiothérapie. Et donc il fallait absolument envisager une opération. Et donc il y avait 2 chirurgiens et ce fameux robot. Le 30 novembre, j'ai été donc opérée pendant plusieurs heures ce jour-là, pour une amputation abdomino-périnéale. La chirurgie robotique permet de retranscrire le mouvement de mains de chirurgiens qui sont complexes à travers des bras et des instruments qui sont miniaturisés. Donc il y a 4 bras. Il y a un bras médian ici qui supporte une caméra qui est HD et bifocale. Aux autres bras, on colle les instruments qui sont nécessaires pour la dissection. Un bras qui prend la pince, un bras qui prend le bistouri, un autre bras qui prend pour écarter. Nous avons les pincettes bien sûr, et avec le biais, on peut faire la coagulation, on peut faire la section, on peut faire l'agrafage, on peut changer les positions des pinces, ce qui fait qu'on a 4 bras, on a 4 pieds pour ainsi dire. Et le chirurgien tout seul, avec ses bras qui sont téléguidés de sa console, il peut manipuler avec des petits instruments qui sont miniaturisés afin de séquer même le système nerveux ou le système vasculaire le plus fin pour que la tumeur, surtout le curage ganglionnaire associé à la tumeur, d'une manière le plus précise et le moins agressif pour le patient et surtout le moins hémorragique. Grâce au robot, j'ai eu 6 mini-trous pour lesquels j'ai eu des soins au début, mais aujourd'hui, on ne voit absolument plus rien. Je veux dire, je n'ai eu aucune cicatrice liée à cette opération, donc ça, c'est quand même sympa. Déjà, puisque physiquement, c'était moins dur au niveau cicatriciel après l'opération, et aujourd'hui, il n'y a pas de marque de cette opération sur mon corps. Le patient, il se remet très rapidement de cette intervention parce qu'il n'a pas mal. Le taux de réadmission sont minimes, et le taux d'infection est presque nul. Et le malade, il se remet rapidement. Et la durée de séjour à l'hôpital est divisée par 2, par 3 parfois, et même en chirurgie ambulatoire. Il a été très présent à ce moment-là. Et après, pour une prise en charge, il m'a fait rencontrer tout de suite la stomathérapeute, l'infirmière, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est grâce à toutes ces aides mis bout à bout, et puis les infirmières du service, les aides-soignantes, etc. Toutes ces personnes qui sont là qui sont vraiment aidantes et empathiques, qui fait qu'au bout du compte, on remonte la pente petit à petit. Donc voilà pour ce reportage. Alors là, effectivement, les images de chirurgie, c'était bien du colorectal, mais là, cette personne, Dr Moitry, c'est encore différent d'un cancer, ce qu'on appelle colorectal. Oui, c'est ça, parce qu'elle parle d'un cancer de l'anus. En fait, le cancer d'anus, c'est encore différent, c'est vraiment sur l'extérieur.
Et c'est un cancer qui est développé plutôt au niveau de la peau, en fait, du canal anal et qui a une prise en charge qui est un peu différente. Après, ça ne change pas tout à fait le fond du problème de consulter si on a le moindre doute, parce que souvent les personnes qui ont des cancers d'anus pensent avoir une vulgaire hémorroïde, en fait. Oui, justement, ça c'est des motifs de gens qui viennent vous consulter en tant que gastro-entérologue en se disant j'ai des hémorroïdes et qu'en fait ça s'avère être plus... Tout à fait, parce qu'il y a aussi une certaine appréhension, certaines craintes de l'examen du médecin ou clinique à cet endroit-là, peut-être aussi. Bon, c'est comme ça, c'est peut-être un peu culturel, je ne sais pas, mais bon, voilà. Mais il ne faut pas hésiter. C'est souvent vu comme invasif ou très personnel, alors que c'est comme un examen gynécologique, enfin, au bout d'un moment. Si on veut, oui. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, en termes de santé, il n'y a pas d'éléments à avoir. Non, et puis c'est vraiment pas très compliqué, voilà, d'examiner quelqu'un sans faire d'emblée forcément une coloscopie, en fait, simplement de l'examiner. Oui, puis dans tous les cas, on reparlera dans un instant justement du dépistage organisé. On entend cette personne quand même qui s'est fait opérer. Du coup, le côté petite cicatrice, on l'a dit qu'aujourd'hui, on a les moyens technologiques, même avec vos mains, de ne pas faire une incision complète. Donc en gros, quand un patient ou une patiente passe en chirurgie avec vous, docteur, derrière, qu'est-ce qui se passe pour lui ou pour elle? Est-ce qu'il y a des ressentis? Est-ce qu'il faut rester hospitalisé je ne sais pas combien de jours? Bon, c'est surtout un travail d'équipe, je pense, et on va de plus en plus vers un travail pluridisciplinaire avec plusieurs personnes qui prend en main une partie du traitement. Et alors, il y a des programmes qui sont établis maintenant pour avoir un rétablissement rapide après une intervention pareille, avec des réglementations qui sont assez strictes aussi, et où on arrive à faire des interventions très complexes avec une hospitalisation de 2 à 3 jours. Et quand on rentre chez soi, est-ce qu'il y a des précautions à prendre après une chirurgie comme celle-ci? C'est justement pour ça qu'il y a toute une gamme d'infirmières qui sont derrière, alors pour suivre le patient et pour aider. Tout est bien expliqué, ce qu'il faut faire derrière. Est-ce qu'il y a des moyens, docteur Moitry, d'éviter un cancer colorectal? On lit partout les choses assez classiques, on évite de fumer, on ne boit pas trop d'alcool, on évite le surpoids, on fait du sport, ça c'est les recommandations finalement générales. Est-ce qu'il y en a qui sont assez spécifiques au cancer colorectal ou pas? Non, vous avez cité à peu près l'essentiel, ce sont ces facteurs de prévention primaire, ce qu'on appelle, quoi. Après, ça n'a jamais été prouvé de façon formelle, mais il semble que sur certaines études de masse américaines, par exemple, le fait d'avoir un surpoids, d'avoir un excès d'alimentation riche en protéines animales peut favoriser effectivement la survenue des polypes, puis donc secondairement des cancers colorectaux. Mais bon, la fréquence néanmoins des polypes est telle que le dépistage d'une façon ou d'une autre reste quand même essentiel par les tests ou la coloscopie, on en parlera plus tard. Voilà. Donc ça c'est finalement, est-ce qu'il y a quand même des prédispositions, par contre, familiales? Ça, c'est avéré. Oui, ça c'est encore un peu différent. Effectivement, s'il y a des prédispositions familiales, si dans la famille, une personne a eu un cancer colorectal au 1er, 2e degré même, le risque pour les descendants ou les collatéraux peut être majoré. Et comme le cancer colorectal est un cancer à risque moyen, c'est pas un risque faible, vous l'avez dit au départ, c'est le 2e ou le 3e selon le sexe cancer en fréquence, effectivement, il est plus indiqué à ce moment-là aussi de faire un dépistage par coloscopie à un certain âge pour ne pas méconnaître vraiment de la façon la plus formelle possible, proche des 100% si on y arrive, mais bon, la présence ou non de polypes. Et donc dans ces cas-là, en général, les gens sont orientés... Le médecin traitant est censé être au courant et orienté en temps voulu. Voilà, il va nous adresser les patients et on va discuter pour savoir ce qu'il faut faire, à quel âge, quand commencer le dépistage. Oui. Bon, après, il y a des syndromes génétiques encore beaucoup plus particuliers qui sont plus rares, c'est un petit peu à part, où là, la fréquence est telle que le risque de cancer est tellement important que les gens doivent être vraiment très surveillés, voire, dans certains cas, on leur enlève même une partie du côlon avant qu'un cancer arrive, mais c'est des cas très particuliers. Oui, ça c'est assez spécifique dans la population. Ça peut représenter quand même 4-5% de la population, c'est pas, quand même. Ouais, c'est pas négligeable. Oui. En termes d'intervention chirurgicale, docteur Van der Voorst, est-ce qu'on s'aperçoit qu'il y en a... Alors, si les gastro-entérologues font votre travail, je vais vous dire qu'il y en a de moins en moins, mais est-ce que quand même on dépiste plus de cancers et vous intervenez plus souvent, ou est-ce qu'on a un sentiment un peu de l'évolution de ce cancer ? Je pense qu'on voit surtout des cancers qui sont moins évolués, des cancers dans des stades qui sont précoces et qu'on arrive à guérir alors avec la chirurgie. Et la vraie complication, comme on voyait à l'époque, avec des cancers qui étaient perforés parce qu'ils étaient tellement importants,
ça, on voit de moins en moins quand même. Ça, c'est quelque chose qu'on... Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Et de fait, est-ce que, malheureusement, si on est sujet, enfin voilà, on n'a pas de chance, on a des polypes, on peut se faire opérer à un certain endroit du côlon une première fois. Est-ce que le cancer peut se déclarer ailleurs et qu'il faut de nouveau se faire opérer? Ça peut arriver, ça? Ça peut arriver. Je pense qu'une fois qu'on a fait un cancer, ça nécessite une surveillance rapprochée et bon, avec des programmes qui sont bien établis aussi. Et bon, oui, on peut faire une maladie à distance après, oui, mais ça c'est toujours quelque chose qu'on peut traiter même si aussi. vous faites bien votre travail et que vous curez bien à l'endroit où il y a eu le premier cancer, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se déclencher ailleurs. Non. Oui, mais aussi à ce point-là, on est quand même très très avancé. On est beaucoup plus avancé qu'on l'était à l'époque. Comme des métastases au niveau du foie ou une maladie au niveau du foie, ça ne veut plus dire que c'est terminé. On arrive à faire beaucoup de choses au niveau du foie ou des métastases au niveau des poumons. Ça aussi, on arrive à traiter maintenant. Donc il y a beaucoup d'espoir. Oui, c'est ça que il l'a dit. Oui, c'est ça. C'est qu'on va très loin maintenant dans le traitement des métastases. Effectivement, il y a 15-20 ans, métastases, on dit c'était foutu. C'était la fin. Voilà. Maintenant, c'est certainement pas le cas. Ouais, donc, on ne voilà, laisse pas tomber, quoi. Surtout, ça dépend bien sûr de l'état des patients, de leur âge, mais voilà. Oui, mais voilà, il ne faut pas s'inquiéter, et on va le voir, il ne faut pas non plus redouter un dépistage en faisant l'autruche, je vais bien, tout va bien. Non, en vrai, il vaut mieux le dépister tôt. Justement, on va en parler à travers la chronique de l'assurance maladie. Et exceptionnellement, Lydie Taillant de la CPM de l'Aube est à distance pour nous parler du dépistage organisé du cancer colorectal. Il est proposé dans le département depuis 2008. L'assurance maladie et le Centre régional de coordination des dépistages des cancers sont partenaires dans cette démarche. Lydie nous dit tout. Si vous avez entre 50 et 74 ans, que vous soyez un homme ou une femme, tous les 2 ans, vous recevez un courrier de la part du Centre régional de coordination de dépistage des cancers, vous invitant à consulter votre médecin traitant qui vous remettra un kit de dépistage s'il le juge pertinent. Il s'agit d'un test qui vise à déceler du sang dans les selles. C'est un test qu'on réalise à domicile. Il consiste à prélever un échantillon de selles que vous devrez ensuite renvoyer à un laboratoire de biologie médicale grâce à une enveloppe retour qui vous est fournie. Le laboratoire vous envoie par courrier les résultats de vos tests sous 15 jours avec une copie au médecin traitant et une copie au Centre régional de coordination de dépistage des cancers. Si le test est négatif, vous serez simplement invité dans 2 ans à réeffectuer ce test de dépistage. Si le résultat est positif, votre médecin traitant vous enverra vers un gastro-entérologue qui réalisera une coloscopie. C'est un examen qui permet de détecter d'éventuels polypes ou la présence de lésions précancéreuses ou encore de cancer, mais le plus souvent à un stade précoce. Alors, le patient n'a aucun frais à avancer, le test est remis gratuitement par le médecin traitant et l'analyse de ce test est prise en charge à 100% par l'assurance maladie. La consultation et la coloscopie, quant à elles, sont prises en charge dans les conditions habituelles par la CPAM et par votre complémentaire santé. Environ 38 000 Aubois sont concernés chaque année. Malheureusement, j'ai envie de dire, seulement 33% effectuent ce test. Alors c'est vrai que c'est dommage puisqu'on a un test qui permet d'anticiper une éventuelle maladie qui touche tout de même 4 hommes sur 100 et 3 femmes sur 100. Effectivement, 33%, un tiers, docteur Moitry, c'est pas beaucoup, hein. Non, c'est pas beaucoup, mais c'est dans toute la France. Et qu'est-ce qui explique qu'il y a encore ce côté, on ne veut pas trop toucher à ce type de... C'est difficile, j'ai essayé de chercher des choses, s'il y avait des recherches, des études qui avaient été faites pour interroger les gens, c'est pas évident. Souvent les gens nous disent, mais bon, j'ai mal nulle part, pourquoi je le ferais Mais c'est exactement le problème, c'est qu'il n'y a pas de signaux en fait, de ce cancer-là. Là, si on fait bien son dépistage tous les 2 ans comme préconisé, c'est déjà une très bonne chose, hein, donc déjà c'est la base. Est-ce qu'il est judicieux en plus de demander occasionnellement à son médecin traitant de
est-ce qu'on peut demander à son médecin d'aller vous rencontrer, évidemment, ou un confrère, pour faire une coloscopie préventive? Ça se fait, ça? Ça se fait, c'est possible. C'est possible. Après, là, le test de dépistage organisé, comme il vient d'être présenté, donc c'est très organisé, il y a un cahier des charges, etc. C'est très bien fait, c'est très bien suivi. Mais oui, il est possible d'opter, certains pays le font, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, d'opter, au lieu de faire ces tests-là, de se dire, moi je fais une coloscopie, on estime à ce moment-là qu'une tous les 10 ans pourrait suffire quand on n'a pas d'antécédent particulier. Voilà. Après, c'est une question d'information, on peut discuter avec les patients. Voilà. Puis avec son médecin. Et le médecin, toujours le premier à pouvoir conseiller. Merci beaucoup, messieurs, Dr Van der Voorst et Dr Moitry, d'avoir été avec nous pour parler de cette thématique. Pour en savoir plus sur le cancer colorectal, je vous invite à vous rendre aussi sur notre site internet pour retrouver notamment les suites du témoignage et un gros plan sur le dispositif d'annonce pour accompagner les patients touchés par un cancer. Merci d'avoir suivi cette émission. Et puis, prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Questions Santé. D'ici là, protégez-vous et protégez vos proches les plus fragiles et bien sûr, les gestes barrières. À bientôt sur Canal 32. Protéger, prévenir, améliorer. L'assurance maladie avec vous à chaque étape de votre vie.